Bevet Braise, Braisatao, bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vais faire en votre compagnie un petit tour d'horizon de cette actualité française en cet automne 2017. Un certain nombre de choses ont retenu mon attention, probablement également la vôtre, et je me suis dit que c'était intéressant, ensemble, de la commenter, ou en tout cas, pour moi, de vous faire part de mon point de vue, et puis à vous ensuite d'y réagir, comme bon vous semblera d'ailleurs. Alors, vous allez voir qu'il y a un fil directeur dans ce que je dis, bien sûr. Je veux en fait mettre en contraste tous ces événements qui jalonnent l'actualité française et qui sont si symptomatiques de ce que je considère comme étant vraiment l'effondrement le plus complet de ce pays. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Bon, je formulerai une opinion à ce sujet un peu plus loin dans la vidéo, mais bon, voilà, regardons les faits tels qu'ils sont, regardons aussi les Français tels qu'ils sont, ça peut être utile, et commençons d'emblée avec le premier événement qui a suscité mon intérêt, qui est une prière de rue musulmane à Clichy-la-Garenne, ou plus exactement, une série de prières de rue. Car vous le savez, moi j'en ai parlé depuis plusieurs mois, j'en parle depuis plusieurs mois, on n'est pas très nombreux en fait à s'être intéressés à ce qui se passait là-bas. Un certain nombre de personnes s'y est intéressées, mais finalement assez peu. Ce sont des prières, tout le vendredi, des prières de rue musulmanes, interdites, illégales, hein, officiellement, qui ont lieu devant la mairie de Clichy-la-Garenne, donc c'est à côté de Saint-Ouen, pour ceux qui ne connaissent pas, en banlieue parisienne. Et donc, tous les vendredis, vous avez de braves mahométans qui se rassemblent pour prier sur la voie publique, bien sûr, pour l'obstruer si possible, c'est encore mieux, afin de protester. Hein. Ils protestent parce que, finalement, l'islamisation de cette commune ne va pas encore assez vite, et donc ils veulent très très vite une mosquée, une mosquée, dernier cri, évidemment, avec tout ce que ça suppose de capacité de réception, etc. Oh l'enculé, bande de salauds. Gueule, te faire reculer. Va te faire foutre, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, il m'insulte, monsieur. Va te faire foutre. Tu m'as fait ça. On va continuer à le faire et puis c'est la merde tous. Mosquée dont, je le rappelle, Erdogan avait dit qu'elles étaient les casernes du monde musulman. Hein. Les coupoles étaient les casques et les minarets les baïonnettes. Je vous remets quand même dans le contexte. Alors, bon, après des mois et des mois de prières illégales sur la voie publique, mais je veux dire vraiment, mais pour vraiment faire chier le monde, il faut parler, enfin parlons français, c'est vraiment pour faire chier le monde. C'est vrai que c'est tellement mieux si on peut emmerder le populo. C'est mieux quand même, on est d'accord. Bon, alors ces braves gens, gueulant comme des sourds tous les vendredis devant la mairie, ont tenu à faire savoir qu'ils voulaient faire chier le peuple, et ils l'ont fait cordialement, de la manière la plus spectaculaire et démonstrative possible. Bon. Alors pendant des mois, le principal intéressé, le maire de la ville,
premier magistrat de cette même ville, de cette commune par ailleurs, était aux abonnés absents. Alors lui, on l'a vu nulle part, on sait pas, il avait rien remarqué. Alors nous, on n'était pas sur place, mais on a remarqué, mais alors lui... Tous les vendredis, il avait le droit à cette espèce de cirque en face de chez lui, là, et alors lui, non, voilà. Et alors très récemment, j'ai vu ça sur les grands médias français, il a eu une petite réaction, un petit sursaut. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe en France? Comment un sursaut face à l'avancée islamiste? Qu'est-ce qui se passe? Non, je vous rassure, chers amis, ce n'est pas le début d'une nouvelle croisade. La nouvelle croisade avait commencé à Clichy-la-Garenne à l'initiative de Semer et s'est arrêtée à Clichy-la-Garenne à l'initiative de Semer. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que à l'écouter parler, j'ai écouté son discours, j'ai écouté les éléments de langage de ce monsieur qui a ensuite appelé des élus à manifester contre les prières illégales. Ces prières de rue islamistes en face de sa mairie étaient essentiellement problématiques parce qu'elles suscitaient la montée de l'islamophobie. Et on stigmatise toute une population qui n'est pas responsable de l'agissement de ces individus, qui viennent en métro, provoquer et qui repartent en métro. Ce ne sont pas des gens de Clichy, et c'est là où toute l'ambiguïté. Merci beaucoup Rémi Muzo pour avoir été en duplex dans la République LCI. Eh oui, les prières de rue musulmanes font monter la haine des musulmans. D'où le problème. Voilà, c'est le problème central. Ça fume quand même. Donc c'est vous dire, il y a une telle absence de virilité morale aujourd'hui chez tous ceux, pratiquement au sein de la population et dans ce personnel politique, que les types n'ont même plus les burnes de dire le cinéma là ça va s'arrêter, on n'est pas encore dans une république islamique. Vous aurez dit que j'ai marqué pas encore. Hein. Non. Islamophobie, on va chialer, les pauvres musulmans, bien sûr, évidemment. Bon. Alors, ces prières de rue, évidemment, sont des provocations, comme je l'ai dit, patentes. On a quand même affaire à des spécialistes. Et puis, on a vu arriver au fil des mois, comme des mouches attirées par la confiture, n'est-ce pas? Des gens qui sont connus comme étant des activistes islamistes notoires. Je vais citer un d'entre eux, Marwan Mouhammad, président du collectif contre l'islamophobie en France. Le CCIF, qu'est-ce que c'est le CCIF? C'est une association gigogne affiliée à l'UOIF. Qu'est-ce que l'UOIF? L'UOIF, c'est la vitrine des frères musulmans en France. C'est la branche française des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est quoi? C'est une confrérie musulmane islamiste internationale, fondée en Égypte par le grand-père de Tariq Ramadan, qui fait lui aussi beaucoup parler de lui en ce moment. Donc c'était, comment dirais-je, son grand-père Hassan al-Banna qui avait fondé cette confrérie. Et en 2011, la confrérie des frères musulmans avait pris le pouvoir en Égypte, ce qui avait donné lieu d'ailleurs à un formidable bond en avant des droits civils de tous les Égyptiens, puisque ça s'était converti en incendie d'églises systématisé. Hein. C'était quand même un grand moment de vivre ensemble, vraiment. Les Coptes étant traqués dans leur propre village, leurs filles... Enfin, c'est un petit peu le régime quotidien. Je veux dire, là-bas, les filles chrétiennes sont enlevées par ces horribles barbus, se font violer, sont ensuite réduites en esclavage. Bon, tout ça, d'ailleurs, dans l'indifférence la plus générale. Hein, on avait parlé de formidables moments démocratiques, rappelez-vous. Et donc, ces frères musulmans qui sont vraiment... Bon, je vais pas m'attarder sur leur cas, mais qui sont même classés organisations terroristes dans certains pays du Golfe. C'est-à-dire que même pour certains pays du Golfe, c'est trop, si vous voulez. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon, en France, ils sont traités non seulement comme des hôtes de marque, mais mieux, ils ont leurs entrées au sein du ministère de l'Intérieur. Au cas où vous ne le savez pas, chers amis, dans votre gouvernement, au sein du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, les frères musulmans sont chez eux. Ils sont chez eux.
Vous n'y êtes pas. Je vous pose la question, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé place Beauvau? Jamais, c'est normal, vous êtes un Français de souche, vous êtes un citoyen de 3e zone, vous n'existez pas. Vous avez besoin d'être un islamiste estampillé islamiste pour avoir le droit de recevoir le ticket, pour être convié à venir prendre un thé à la menthe place Beauvau, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, les petits agitateurs de ces organisations, eh ben, ils sèment le bordel, à Clichy-la-Garenne, où il harangue la foule, littéralement. Il y a les vidéos de Marwan Mohammad qui appelle pratiquement à la révolution islamiste. Qu'on fait au quotidien, il n'est pas un acte islamophobe comme ceux qu'on a à gérer d'habitude. Un cas d'agression, un cas de discrimination, où il suffit d'envoyer des juristes pour résoudre le dossier. Et pourtant, c'est un cas qui raconte la condition musulmane. C'est un cas qui raconte la façon dont les citoyens, à part entière, deviennent entièrement à part, tout simplement parce qu'ils sont musulmans. Enfin, tout se passe bien. Et alors, on a la presse de gauche. Fascinant, mais c'est pour vous donner le degré. La presse de gauche, donc, qui représente quand même 95% de la presse en France, hein, bon, je suis bien obligé de le dire, a expliqué qu'en fait, quand les quelques élus qui sont, je sais pas ce qui leur est arrivé soudain, ils ont un petit sursaut d'honneur, je sais pas, ont voulu un petit peu dire, bon, et si on commençait à essayer d'arrêter un peu ces prières de rue, là, ils ont dit, enfin la presse a dit, que des élus avaient perturbé la prière de rue. C'est-à-dire que quand vous protestez contre une prière de rue islamiste, en face d'une mairie en pleine région parisienne, vous perturbez, vous comprenez? Donc les élus perturbent les islamistes. Non. Vous êtes livré à une collaboration active de la part de ce... Les journalistes, il faut leur cracher à la gueule. D'accord? Il faut leur cracher à la gueule. Tous, autant qu'ils sont, hein. Tous autant qu'ils sont. Si vous croisez jamais un journaliste, crachez-lui à la gueule avec le plus beau glavio que vous puissiez lui donner. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est ma petite dédicace à cette race maudite-là. Alors, donc une fois que j'ai fait état de cette affaire, on a eu des scènes surréalistes. Parce qu'entre-temps, on a la gendarmerie qui a été déployée, les gardes mobiles ont été déployés pour permettre aux sectateurs de Mahomet de se livrer à une prière de rue illégale. Alors, pour ceux qui connaissent et qui ont vu les vidéos, moi j'en ai diffusé, on voyait déjà, si vous voulez, des CRS et des policiers qui gardaient les prières de rue illégales. Alors, interrogez-vous 3 minutes sur ce truc. C'est-à-dire qu'on a constamment... des premiers ministres, des présidents, des ministres, des préfets, une autre catégorie de racailles aussi, ceux-là, mais qui vous tannent les oreilles à longueur d'année, l'état de droit, la République, et puis alors il faut pas, comment dirais-je, faut pas se permettre la moindre incartade à leur égard. Alors par contre, ils déploient la police pour encadrer des prières de rue illégales. C'est ça l'état de droit en réalité. L'état de droit est un état de force en réalité. C'est une escroquerie. L'état de droit, c'est une formidable escroquerie. Ça n'existe pas. Il y a un état de force, et cette république pré-musulmane rampe évidemment devant ces quelques agitateurs islamistes et déploie tout ce qu'elle a de force de l'ordre pour assurer que évidemment les prières de rue illégales se passent dans le calme le plus total. D'accord. Eh ben, on a eu des scènes supplémentaires de ce type, avec des gardes mobiles qui sont déployés pour empêcher les élus de troubler la fameuse prière. Enfin, je ne sais pas... Et vous entendez au fond ces mecs gueuler dans leur sabir. C'est hallucinant. Non, mais bon. Ouais. Bon. Alors, bon, voilà. Donc ça, c'est Paris 2017. Voilà. Alors, sur ces entrefaites, donc alors que la police islamique protège les nobles membres des frères musulmans qui veulent se livrer à leur, comment dirais-je, à leur rituel, des factieux racistes et xénophobes de l'UMP, enfin des quelques loulous de l'UMP qui étaient rassemblés. Pendant ce temps-là, on a eu, le 11 novembre, un autre grand moment
de décadence française. Un autre grand moment de décadence française qui là, vraiment, là c'est... Bon, il y a deux façons d'y réagir. Hein. Soit vous réagissez sincèrement avec vos tripes, et alors là, ça peut quand même mal se terminer. Enfin, si vous avez encore un petit peu de conscience. Ou alors, vous le prenez avec un peu de recul. Bon, je vous laisse la liberté de choisir. Mais vous avez eu ce moment où, en fait... je vais essayer de pas être grossier. Vous avez eu des gens, ressortissants marocains, qui se sont rassemblés un petit peu partout en Europe, mais en France... à l'Arc de Triomphe, de fait, sur la tombe du soldat inconnu, pour faire la fête parce que leur équipe de merde avait été qualifiée pour la Coupe du Monde de football. Alors bon, le football est vraiment un sport de dingue, je vais pas m'attarder, mais ça rend les gens cons au dernier degré, ce sport. Et alors donc, il y avait tous ces types en train de hurler, il y en avait même Allah Akbar sur les Champs-Élysées, Allah Akbar. Maintenant, de toute façon, ils gueulent Allah Akbar pour n'importe quoi, hein. Quand ils filent un coup de couteau, voilà. Quand leur équipe de foot est qualifiée, Allah Akbar. Bon, je sais pas si Allah soutient le football, je sais pas. Enfin bref, alors Allah Akbar, et ils sont venus profaner la tombe du soldat inconnu. Bah pourquoi pas, je veux dire, dans la France de 2017, pourquoi pas, c'est vrai, bon... Le 11 novembre, jour qui commémore donc la victoire française de 1918, au prix d'1,3 million de morts, d'une masse de blessés, de gens qui ont perdu un bras, deux jambes, la vue, défigurés, etc. Bref, des gens qui se sont sacrifiés pendant 4 ans de guerre dans des conditions aujourd'hui dont qu'on ne peut même pas imaginer. Ces gens ont eu le droit le 11 novembre 2017 au rassemblement de populations insolites qui sont venues déféquer sur littéralement les ossements de l'un d'entre eux. Hein, donc le fameux soldat inconnu qui avait été ramené de Verdun précisément pour que les vétérans de cette guerre puissent se rassembler et se souvenir. Alors, voilà, c'est une profanation. C'est une profanation qui appelle plusieurs commentaires. Alors toujours, évidemment, à l'initiative, à l'instigation des mêmes populations, mais attention, hein, qui n'en ont même pas conscience, on est d'accord. C'est-à-dire que ces gens, c'est pour ça qu'on vous dit « Ah, ils sont français comme vous et moi, vous savez. » Ils font la démonstration que leur mémoire n'est pas votre mémoire. Je parle là aux Français de souche, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Et là, je pense que les critiques les plus dures doivent s'adresser en fait aux Français. C'est pas tellement à ces gens-là qui sont rassemblés, qui font ce qu'ils font toujours. Non, c'est aux Français. C'est-à-dire que 3 générations, alors selon qu'on a eu un arrière-grand-parent ou des arrière-grands-parents, enfin arrière-grand-père en l'occurrence, ou grand-père, pour les plus âgés, qui se sont battus à Verdun, au Chemin des Dames et ailleurs, et qu'on ne soit pas foutu de s'indigner devant une telle profanation, moi je n'ai pratiquement rien vu. Rien dans cette presse de gauche, comme je l'ai dit, naturellement. On a parlé, dans Le Parisien, j'ai lu des scènes de liesse populaire. Après la victoire de leur équipe 2-0 face à la Côte d'Ivoire, des centaines de supporters marocains se sont empressés de fêter la qualification de leur équipe nationale pour le Mondial 2018 sur les Champs-Élysées. 20 ans que les Marocains attendaient une qualification pour les phases finales de la Coupe du Monde de football. Des heurts ont ensuite éclaté avec les forces de l'ordre. La circulation a été bloquée par les camions de CRS. Plus tard dans la soirée, le trafic a repris normalement. Magnifique! Donc, je remartèle mon mot d'ordre. Hein. Cracher à la gueule des journalistes. Sans exclusive. Donc des scènes de liesse populaire, pas un mot des autorités. Rien. Pas un murmure. Hein. Évidemment, Macron, bon, aux abonnés absents, lui, il était... Macron... mais pas plus que le ministre en charge des anciens combattants. Rien. Alors, là, quand même, je vais m'attarder sur le cas de l'armée française, plus exactement de son corps d'officier supérieur, et du fameux Lecointre, là, qui a été nommé après De Villiers, probablement parce qu'il doit tellement... là aussi, je vais essayer de pas être vulgaire. Il doit tellement cirer les pompes depuis qu'il fait carrière que, bon, bah, on est sûr que lui, il va jamais rien dire. Alors, pas un
un son. Pas un son, hein, pas un son sur cette profanation infâme de la mémoire d'1,3 million de soldats tombés dans les tranchées. Rien. Alors je suis désolé. Moi, je vais vous dire ce que je pense de ces officiers-là, de ces officiers supérieurs. Là, je parle des généraux. Vous êtes à vomir, tous autant que vous êtes. Vous vous écrasez devant des encravatés dégueulasses qui sont, mais la lie de l'humanité. Alors déjà, en général, les politiciens sont à dégueuler. Mais alors ceux-là, les politiciens de 2017 qui président le destin de la France, sont non plus à vomir, mais à se faire, je veux dire, à s'arracher la tête, littéralement. Et vous fermez vos gueules devant ces gens-là. Vous n'avez même pas eu la décence de protester formellement contre ce qui s'est passé. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Alors moi je pose une question, c'est vous seriez où? Et où serait l'armée française aujourd'hui s'il n'y avait pas eu 1,3 million d'hommes qui étaient morts en 14-18 en portant l'uniforme français? Je vous pose la question, vous seriez où, vous, avec vos étoiles? Nulle part. Et vous n'avez même pas la décence, même pas le soupçon d'honneur nécessaire pour dire publiquement l'insulte qui a été faite à la mémoire de tous ces gens qui sont morts. Vous n'en avez rien à foutre. Vous trouvez des excuses, évidemment. Ah oui, mais on ne peut pas... Vous n'en avez rien à foutre. Vous pensez d'abord à vos carrières de planqués de merde, et tous autant que vous êtes avec vos étoiles, vous êtes des planqués de merde. Alors, ceci étant dit, ne portons pas uniquement le blâme sur ce qui reste de l'armée française et du corps d'officiers qui préside à son avenir. Il y a aussi, bien sûr, la population française. Alors, quand je parle du 1,3 million de très jeunes, souvent, gars qui sont morts dans les tranchées, souvent des paysans ou des petits ouvriers, hein, c'est des gens comme ça, qui sont morts dans les tranchées, qui auraient préféré mourir dans leur lit, mais qui sont morts dans les tranchées, dans le froid, sous la flotte, dans la neige, fauchés par des mitrailleuses ou la tête éclatée par un éclat d'obus. Ils sont morts pourquoi? Pour l'espoir quand même que les générations d'après feraient de cette victoire quelque chose de positif. Au moins. Vous avez quantité de lettres de gens de ces soldats qui sont morts et qui le disent. D'ailleurs, je conclurai ma vidéo là-dessus. Je finirai ma vidéo là-dessus. Et 3 générations après, ou 4, leurs descendants sont plus que des merdes. De sombres merdes. Mais vraiment, là je le dis avec la dernière force, quoi. Alors je me prétends pas être au-dessus du lot ou quoi que ce soit, mais quand même... Ne pas voir de mouvement de protestation populaire, d'indignation de masse, ne pas voir de manifestation, ça appelle une manifestation, quelque chose comme ça, sur la place de l'Étoile, mais minimum, avec des dizaines de milliers de personnes, minimum. Rien. Pourquoi? Les Français n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. De la même façon, en fait, qu'ils acceptent que leur pays devienne un paillasson de l'islamisme, et des magnifiques populations qui viennent chaque jour un peu plus faire honneur à la France, en s'y installant, de la même façon, le souvenir de ceux qui sont morts en sacrifiant leur vie pour eux, pour leur cul. Pas pour celui de quelqu'un d'autre, c'est pour leur cul. Ils n'en ont rien à foutre. C'est vous dire le fossé moral qui sépare les jeunes gars de 20 ans de 1916 à Verdun et ceux de 20 ans 100 ans plus tard aujourd'hui, quoi. C'est stupéfiant. Moi, ça me donne la nausée, en toute honnêteté. Je suis quand même habitué à voir des trucs complètement fous en France. Bon. Mais là, on tombe à un niveau encore plus bas. De toute façon, chaque semaine, le record est battu. Bon, voilà. Alors là, moi, ça m'a profondément... ça m'a choqué. Mon arrière-grand-père a fait Verdun.
je suis pas un militariste dans l'âme, hein, forcené, mais j'estime qu'on doit le respect à ceux qui sont morts ou qui ont été blessés ou qui ont simplement entre guillemets combattu dans les tranchées. C'est le minimum qu'on puisse faire parce qu'ils sont passés littéralement par l'enfer et de voir malheureusement la qualité du matériel humain qui leur a succédé et de voir avec quelle légèreté ils se détournent de ce sacrifice-là et à quel point ils acceptent que leur mémoire soit bafouée, moi ça me... Ah vraiment ça me... J'ai pas de mots pour... J'ai pas de mots. Bon, donc c'est pour ça que je ne ferai pas preuve d'indulgence avec les Français, ils ne le méritent pas. À l'exception d'une minorité de gens qui ont conscience, qui sont légitimement indignés, qui voudraient faire des choses, qui voudraient protester, mais à l'exception de cette minorité, la majorité du peuple français donne la nausée. Vraiment. Je ne vais pas tourner autour du pot. Hein. Et donc finalement, ce sinistre spectacle traduit l'état d'abaissement moral de la population française. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas blâmer excessivement la populace qui s'est rassemblée pour profaner la tombe du soldat inconnu. Hein. Je veux dire, à la limite, compte tenu de l'identité des protagonistes, c'était prévisible. Ce qui est inadmissible, c'est l'absence de réaction. C'est ça qui est inacceptable et inadmissible. Parce qu'on ne respecte que ce qui est respectable, et à partir du moment où des gens ne veulent pas être respectés, bah, ils se font cracher dessus. Voilà, et c'est ce qui se passe. Bon. Alors je continue mon périple, et j'en viens, 2 jours après, au Bataclan. Autre grand moment d'abaissement français. Je parlais d'abaissement moral, alors là, on est encore un niveau en dessous dans le sinistre. Et Dieu sait pourtant que c'est difficile. Alors, moi, franchement, je commence à avoir des difficultés d'ordre lexical pour pouvoir vraiment décrire ce qu'on est en train de vivre et ce à quoi on assiste. Parce que on en arrive dans la France, vous savez, dans la France festive de la fin du XXe, du début du XXIe siècle, vous savez, tout est prétexte à s'amuser. Moi, ça me marque à chaque fois. Tout est prétexte à rire. Vous avez cette clownerie permanente partout. Je ne sais pas si vous l'observez comme moi. Vous allumez votre télévision, vous regardez, mais tout est prétexte à concert. Tout est prétexte à rassemblement festif. Tout est prétexte à faire, je sais pas, une semaine du rire de je sais pas quoi. Vous allumez une radio, c'est ce besoin de rire comme des singes en permanence. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment frappant, quoi. Et qui témoigne de l'abaissement moral de ce pauvre pays et de cette pauvre population. Et alors, quand il y a des choses aussi marquantes qui incarnent une évolution profonde de la société française, comme les attentats terroristes du Bataclan, en fait, qui sont très symboliques, en fait, qui résument, qui synthétisent un basculement, en fait, sur lequel je ne vais pas m'étendre, j'ai eu l'occasion d'en parler, et puis vous-même avez une opinion là-dessus, mais bon, il y a un avant et un après, non pas en raison de la létalité de cet attentat, mais parce que chacun a bien compris que c'était un moment, un tournant dans l'histoire de la France, en fait. Comme il y a eu, comme Verdun a été un tournant, hein, il y a la France d'avant Verdun, la France d'après Verdun, selon moi, avec beaucoup moins de morts, ceci étant dit, le Bataclan, il y a avant, il y a après, si vous voulez. Et la France du Bataclan, bah, c'est quoi ? Bah, c'est des gens qui se rassemblent pour faire la fête. Vous voyez ? On va à un concert, vous voyez ? Alors je dis pas du mal des victimes, mais c'est la France de la fête qui est rattrapée par quelque chose que les Français, dans leur immense majorité, pensent ne pas exister, à savoir ce que j'appelle le tragique, mais qui est en fait la marche de l'histoire. Et l'immense majorité des Français pensent que la guerre, c'est fini, parce qu'il suffit d'être pacifiste pour que la guerre n'existe plus, et il suffit d'être gentil avec les musulmans, et il n'y aura plus jamais de problème, vous voyez, c'est le niveau moyen du français de base. Hein. Et en fait, les musulmans impliqués dans cet attentat, enfin les djihadistes, eux, ils ont fait comprendre qu'ils n'en avaient strictement rien à foutre des a priori antiracistes et festifs des populations rassemblées, et qu'ils allaient les exterminer de toute façon, quoi qu'il arrive.
Et en fait, ils ont été rattrapés. Et je suis convaincu que beaucoup des gens qui étaient dans ce public, en fait, auraient été... Enfin, s'ils avaient été vivants, ils auraient fait partie des... Enfin, pas après ce qui leur est arrivé, mais avant, s'ils avaient échappé, s'ils n'avaient pas été parmi les victimes, ils auraient fait partie des pacifistes de Je suis Charlie. C'est vraiment le... Mais ils ont été rattrapés. Alors je pense qu'aujourd'hui, ils seraient vraiment anti-Charlie, pour le coup. Hein. Je pense qu'ils seraient vraiment... non, on arrête avec les conneries festives, etc. Comment dirais-je, j'allume une chandelle, je brandis une pancarte et je fais des bisous à tout le monde. Là, je pense qu'ils y croiraient pas du tout. Toujours est-il que... Commémoration. Alors vous savez, on adore les commémorations, mais les commémorations festives. Commémoration festive, alors accrochez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il y a des ballons pour fêter les morts. Et là, et c'est là qu'il y a vraiment un malaise, c'est que, jadis, quand la France était chrétienne, quand on commémorait les morts, ça se faisait dans la dignité. Vous comprenez? Et on comprenait la mort. On comprenait le sens de la vie, le sens de la mort, et donc il y avait aussi une forme de ritualisation, et on savait rendre hommage aux morts. On comprenait aussi la profondeur d'une cérémonie, vous comprenez? Aujourd'hui, dans une société où c'est vraiment l'indifférence, l'indifférentisme, mais au-delà de ça, l'indifférence en général prévaut, les gens ne savent plus s'il faut faire la fête ou s'il faut tirer la gueule, en fait. Ils savent pas bien. Et ça vous donne des images complètement surréalistes où vous avez Macron et Hollande qui sont avec des ballons pour commémorer le Bataclan. Donc en fait, les types savent pas exactement s'il faut faire la fête ou s'il faut chialer, en fait. Et en fait, ils font les deux. Et ça vous donne aussi des images délirantes. Vous avez cet acteur formidable qui est Emmanuel Macron, en fait, qui est un faux président. Hein. Si vous croyez encore que vous êtes gouverné en France, faites une croix là-dessus. Vous avez élu un acteur, et il fait son job d'acteur. Alors lui, il arrive, et alors lui, il a un rôle et un costume pour chaque type de public, hein, au cas où vous ne le savez pas. Alors le 13 novembre, lui, il arrive et il joue le rôle d'assistante sociale. Donc hop, il prend les familles de victimes. Bon, bah, les proches, évidemment, sont éplorés, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais elles sont embarquées dans les cérémonies, et vous avez Macron... interrompu de jeunes gens de toute origine, de toute religion, etc. Et on voit sur ces images le visage du chef de l'État vraisemblablement ému. Alors, imaginez De Gaulle... Alors, je suis pas gaulliste, mais imaginez De Gaulle, qui lui avait fait Verdun, effectivement, qui avait été fait prisonnier à Verdun d'ailleurs. Bon, imaginez De Gaulle jouer le rôle de oh, mon pauvre... Oh, non, mais... Franchement. Et Dieu sait que ces gens en avaient vu, pourtant. Hein. Ils n'avaient pas été épargnés par la misère humaine. Mais où en est-on? Où en est-on? Donc c'est l'Actor Studio. Macron nominé aux Oscars, évidemment, 2017 ou 2018, sans aucun problème. Hein, premier rôle, pas de souci. Voilà. Alors lui, un coup, c'est Top Gun, quand il est avec des militaires. Voilà. Alors il joue aux militaires, évidemment. Quand c'est pas ça, sinon il est tennisman, quand c'est les Jeux Olympiques. Voilà. Alors il y a un rôle... Et les gens, ils achètent ça. Ils achètent. Ils sont... Bon. Alors moi je trouve ça vraiment effrayant, si vous voulez, mais je l'avais déjà vu, je l'avais déjà noté même dans la cérémonie des victimes de Charlie Hebdo, enfin ceux qui avaient été tués dans les locaux de Charlie Hebdo lors de leurs obsèques, parce que tous ces gens-là étaient des communistes en fait, hein, c'est tous des athées endurcis, et ils se sont tous rassemblés, vous savez, avec des rideaux noirs étendus, il y avait même des drapeaux rouges, ils avaient même écrit sur le cercueil des gens. Vraiment le côté crade, dégueulasse, déglingué au possible, le nihilisme dans sa plus belle expression. Aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est le nihilisme ambiant à tous les étages. À tous les étages. Donc les types, ne comprenant plus la transcendance, ne comprenant plus ce qui est sacré, de ce qui est profane, ne sachant plus se comporter, effectivement, bon, ça donne du Hollande avec du ballon pour le Bataclan, hein. Voilà.
Ça vous donne des obsèques comme on avait vu à l'époque. Alors on ne sait pas trop si c'est un rassemblement du Parti communiste façon 1927 ou alors si c'est des obsèques effectivement, avec d'ailleurs les survivants qui expliquent qu'ils s'étaient fait littéralement, il dit on s'est enculé. Charme, mon ami, mon frère, mon rédacteur en chef, mon copain de beuverie, mon compagnon de conneries, mon camarade de Charlie. Charme, je peux l'avouer enfin, et je sais que tu ne m'en voudras pas de le révéler à ta famille, tes amis, tes camarades, tes lecteurs et lectrices. Charme, mon amant. Ah, qu'est-ce qu'on s'est enculé toutes ces années. Ah bon, voilà. C'est les dernières paroles devant la dépouille d'un mort, quand même. Non, on s'est enculé, etc. Donc, le scatophile, la coprophagie, littéralement la coprophagie. Moi, je pense aujourd'hui que les élites françaises sont coprophages. Elles mangent littéralement leurs propres excréments. C'est un plaisir malsain, vous les voyez. Voilà, ils aiment leur merde, ils aiment se rouler dans leur propre fange, le mettre en spectacle, voilà, et on en est véritablement là. Donc, voilà, du 11 novembre au 13 novembre, donc d'une commémoration à l'autre, et d'une profanation finalement à l'autre. Voilà. Normalisé, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est la mort d'une nation. Hein. Ça, c'est la mort d'une nation. Donc je parle très librement, vous le voyez, hein, je m'exprime très librement, je vous dis vraiment ce que je pense. Mais c'est vraiment la mort d'une nation. Alors, est-ce qu'il y a résurrection ou pas je vous laisse réfléchir. Mais c'est la mort d'une nation. De voir ça, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Entre les prières de rue, vous avez les policiers qui protègent les Mahométans, qui prient ouvertement en se foutant de la gueule déjà. Ensuite, le 11 novembre dont j'ai parlé, puis ensuite le Bataclan avec Macron qui joue à, vous voyez, alors que le matin, le 11 novembre, il faisait semblant d'être dans la sacralité du monde. Tout est faux, tout est simulacre. C'est pour ça aussi que je me suis un peu permis de parler des balais à chiottes à 3 étoiles ou à 4 étoiles qui gouvernent l'armée française, parce que tous ces cons là je me permets d'être vulgaire parce que pour moi, voilà, tous ces gens là. Le 14 juillet, là, on fait de la parade, là. Ouais. Là, les flonflons, les orchestres, là, les chefs d'État, là. Mais le soir même, le dernier des clandestins peut venir dégueuler sa biture au coin de l'Arc de Triomphe. Il n'y a rien, vous comprenez? Donc, tout est faux. Tout est du simulacre. Et on n'a plus affaire qu'à des acteurs qui prospèrent, en fait, des sacrifices qui ont été commis avant eux par les générations précédentes. Et tous ces gens-là, en fait, ne sont que des héritiers et des rentiers qui ne peuvent même pas comprendre ce qui a été fait avant eux, ce par quoi sont passés ceux qui étaient avant eux, et c'est si vrai en fait qu'ils n'en ont même strictement rien à foutre. Ce n'est même pas un questionnement. Ce n'est même pas un questionnement. Et donc, pourquoi s'étonner à la clé de voir tous ces sacrifices balancés aux orties par les mêmes. Mais je porte le blâme prioritairement sur la population française aujourd'hui, la majorité de la population française, qui est complice de cet état d'abaissement, vraiment, de tolérer encore en France tout ce personnel, toute cette clownerie politique, de tolérer tout ce fatras préfectoral, de tous ces gens avec des galons, des képis, mais qui sont ces ratés, je veux dire. Quels sont leurs mérites? Si ce n'est simplement d'avoir fait des études ou d'avoir été élu. C'est ça le mérite aujourd'hui d'un politicien français. C'est pas d'avoir des vertus, c'est pas d'avoir servi effectivement, c'est simplement d'avoir été élu. C'est tout. C'est ça le personnel dirigeant français aujourd'hui. Et attention, il ne faut pas leur manquer de respect. Pas leur manquer de respect. Parce que sinon, ça va barder. Et là, vous êtes convoqués, effectivement, devant leurs tribunaux,
où on sanctionne, parce que lèse-majesté, hein, quand vous avez manqué de respect à des balais à chiottes, il faut le payer. Hein. Voilà. Donc voilà, horizon crépusculaire qui progressivement s'étend sur la France. Terrifiant, hein, terrifiant. Bon. Je ne sais pas s'il y aura une réaction populaire, mais s'il n'y en a pas, ce qui arrivera à la France et aux Français ne sera certainement pas volé. Car n'oubliez jamais une chose, on n'a jamais que ce qu'on mérite. Hein. Donc la culture de l'excuse, ça ne vaut pas uniquement pour les racailles de banlieue. Enfin, je reformule. La culture de l'excuse utilisée par les gauchistes pour tout passer aux racailles de banlieue, c'est aussi illégitime que dans le cas des Français de souche. Quand des Français de souche se lavent les mains de la façon dont leur propre pays est balancé au fumier, je suis désolé, il n'y a pas d'excuse à trouver. Il n'y a pas d'excuse à dire « Oh, le complot de ceci, le complot de cela ». Mais et alors ? Il suffit de lire la presse un seul mois pour s'indigner. Si personne ne s'indigne et si personne ne s'insurge, ça veut dire qu'ils le veulent. Il faut arrêter de botter en touche en trouvant des excuses, comment dirais-je, à Jean-Michel Durand. Hein, je constate avec effroi, malheureusement, qu'aujourd'hui, la seule chose qui intéresse le Français moyen, c'est ses congés payés, hein, et c'est ses vacances au ski. C'est tout, hein, c'est le seul truc qui les intéresse. Hein, et le soir, regarder Hanouna ou d'écouter Coé à la radio. Voilà, c'est écouter ces débiles profonds, ou d'aller avec Bobonne et les gamins, regarder le dernier film de Jamel Debbouze. C'est ça, les Français, aujourd'hui. Alors, soit il y a une espèce de prise de conscience profonde, et il y a un sursaut, ou alors, attendez-vous au pire du pire du pire du pire. Parce que ce qui va arriver à la France, c'est bien évidemment la submersion la plus complète et l'intensification généralisée du djihad. Mais attention, inutile de vous imaginer de grandes opérations militaires. Hein. C'est le djihad à la petite semaine, hein. C'est le djihad à coups de couteau à la Akbar. Ça va être ça, hein. C'est coups de couteau à la Akbar, indifférence généralisée, les types relâchés au bout de 3 mois de tôle par des magistrats rouges qui gardent ce système-là, dont j'ai parlé amplement. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Je veux dire, c'est vraiment la bonne formule. L'état d'abaissement moral de la France. Regardez, il y a un Chinois. Donc je rentre même pas dans des considérations ethniques ou raciales, là. Pas totalement. Un Chinois a été assassiné, comme vous le savez, il y a quelque temps à Paris. Bon, son assassin a pris 2 ans de tôle, qui était, je crois, un Maghrébin. 2 ans de prison. Vous tuez quelqu'un, 2 ans de tôle. Le meurtre crapuleux pour lui soutirer une liasse de billets, voilà, 2 ans de prison. Voilà. Dans 2 ans, le type, il est libre. Et pour lui 2 ans en tôle, c'est des colonies de vacances. Il n'en a rien à faire, vous voyez. Et la famille de ce Chinois-là, cette famille c'est à vie. Et les magistrats sont contents avec ça. D'accord ? Donc, le pourrissement est généralisé et la pourriture est au cœur de l'État. La pourriture est au cœur de cette République. La plus grande corruptrice de la population, c'est bien évidemment la République française. Et tous les grands guignols qui la gouvernent. Voilà, enfin, qui tentent de la gouverner, ou plus exactement, qui squattent les positions et qui procèdent à la rapine généralisée. C'est ça qui est en train de se produire. Alors, comme je le dis, soit il y a un sursaut, un réveil, soit voilà, fin de partie, dépôt de bilan, djihad global, submersion, profanation généralisée, parce que je finirai probablement là-dessus. Ayez à l'esprit que en Algérie, les morts enterrés, notamment du deuxième conflit mondial, notamment les marins qui étaient morts à Mers el-Kébir, qui avaient été tués par les bombardements britanniques. Je précise bien, britanniques, les bombardements britanniques contre la marine française, référez-vous à l'épisode si vous ne connaissez pas, ils sont enterrés en sol algérien. Donc c'est pas les morts de la guerre coloniale ou je sais pas quoi, hein, de la guerre d'Algérie, c'est les morts de la Deuxième Guerre mondiale. Leurs tombes sont profanées. Leurs croix sont foutues en l'air, etc. D'accord ? Le gouvernement français n'en a rien à foutre. Donc avis à ceux qui veulent sacrifier leur vie pour le régime républicain,
Voilà, ils n'en ont rien à foutre. Demain, ça sera Marseille, ça sera Paris, ça sera Strasbourg, ça sera Lille. Vous aurez les cimetières de vos ancêtres qui seront profanés par les mêmes gens. Hein. Vous aurez, là, vous trouvez des canettes, des mégots, des capotes utilisées, comme ça, sur les stèles. Il y aura des graffitis, etc. Nique ta mère. C'est ça qui attend la France. Voyez, si vous n'avez pas de respect pour vous-même, n'attendez pas des autres qu'ils aient du respect pour vous ou pour votre pays. Alors, des gens avant vous en ont eu conscience. Ils ont donné leur vie pour leur pays. Vous voyez, parce ils avaient encore le sens du sacrifice. Et ils l'ont écrit. Alors, comme je vous l'avais dit, je termine cette vidéo là-dessus. J'appelle quand même à méditer sur la profondeur des mots qui sont laissés par ces gens-là, et j'invite à un travail sur soi quand même. Alors je me pose pas en modèle, c'est pour ça que je cite la personne que je vais citer là, dont l'extrait de lettre va être publié à la fin de cette vidéo. C'est pour prendre des gens comme ça en exemple, vous voyez. C'est pas moi, hein. Donc ne me faites pas de faux procès, je ne me mets pas au-dessus de la masse. Je dis simplement ce que je ressens. Et c'est vrai que ça me sidère, mais bon. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo, chers amis.